les tourbières et ces écosystèmes qui sont mal connus, nous, par Solène Sacré du Conservatoire d'espaces naturels des Pays de la Loire. Faut que je mette dans la caméra, c'est ça? Ok, ça marche. Bonjour à tous. Alors, donc Solène Sacré, je travaille au Conservatoire d'espaces naturels des Pays de la Loire en tant que chargée de mission et principalement sur du coup la coordination d'un programme régional d'action en faveur des tourbières. J'imagine que certains d'entre vous avaient déjà entendu peut-être la conférence de l'an dernier que j'avais fait par visio. Bon, ça va être un peu le même genre. Après, peut-être rentrer un peu plus dans le détail technique de ce que j'avais dit l'an dernier. Donc l'intérêt là pour moi aujourd'hui, c'est de vous faire une présentation un peu générale sur que sont les tourbières, que sont ces écosystèmes, leur diversité aussi. Voilà, apprendre à dire une tourbière, c'est pas qu'une seule tourbière, il y en a plusieurs et des différents types. On pourra peut-être faire une pause à un moment donné, parce que j'ai 1 heure. Et du coup, si vous voulez poser des questions, même en visio, ça pourra se faire, ça pourrait être intéressant. Voilà. Avant de passer au côté opérationnel, je vais d'abord vous détailler un peu ce que c'est, voilà, comment on peut les étudier. Et ensuite, on parlera du côté un peu opérationnel des études et des interventions. Voilà. Alors pour commencer, donc ça c'est vous avez sûrement déjà vu ce petit graphisme qui est tiré d'une vidéo de l'Agence de l'eau. En fait, c'est pour montrer un peu la pluralité des zones humides, donc j'imagine que ça, vous le connaissez tous. Donc là, on a pris, on va dire, à échelle française, avec à la fois les montagnes, et on arrive jusqu'aux zones de mer ou d'océan, donc à la fin des estuaires. Donc, d'ailleurs, c'est pas toujours, on n'est pas toujours sur un schéma peut-être de bassin versant jusqu'à l'arrivée d'eau dans la mer ou dans les océans. Voilà, il y a des fois où ça s'arrête avant les mers et océans. Donc, je trouve que cette image, elle est à la fois intéressante et aussi un peu critiquable, on va le voir pourquoi. Mais au moins, ça donne une pluralité de milieux, des marais salants, marais, lagunes. Les prairies humides, alors ça, on en a absolument de partout. Et pas qu'en bord de cours d'eau. Marais, bras morts, donc bras secondaires, tout ce qui est lié aux grandes rivières et fleuves. Les forêts alluviales, donc forêts qui sont souvent liées à des espaces de débordement de cours d'eau, etc. Liées aux alternances saisonnières, débordements de cours d'eau, les crues, les étiages, etc. Des petites mares temporaires, permanentes, etc. Lacs d'altitude et tourbières. Et là, les tourbières, ils les ont mis en tête de bassin versant. Et en fait, de manière générale, les tourbières, on peut les retrouver à la fois en tête de bassin versant, mais on peut les retrouver tout le long, en fait, du bassin versant, juste même à l'aval. On peut aussi en trouver en zone arrière dunaire, du coup, en système plutôt de lagunes, voilà, derrière les dunes sableuses, en fait. Donc, moi, j'utilise un peu cette image-là pour montrer à la fois que les tourbières, c'est un truc un peu tout rendu un peu tout petit dans son coin, alors qu'au final, on peut en avoir de partout et sur de grandes surfaces. On peut avoir des petites lentilles tourbeuses comme des immenses domaines, comme on peut avoir d'ailleurs en Pays de la Loire, on va le voir tout à l'heure. Je passe déjà 5 minutes sur une diapo, ça va pas le faire. Hein. Donc alors, qu'est-ce que c'est qu'une tourbière ? Donc c'est un système écologique, ou alors un écosystème si vous préférez, qui possède au moins une des 2 propriétés suivantes. Donc, avant de rentrer dans le détail, il faut savoir que ça ne fait pas consensus, cette définition-là. Il y a des experts nationaux des tourbières qui... bon, je ne vais pas trop le dire parce que je suis enregistrée, c'est ça. Bon, c'est pas grave, je le dis quand même, et puis ils m'écriront. On peut couper ? Non, non, donc il y a des experts nationaux des tourbières qui ne sont pas d'accord sur cette définition-là. Et je vais vous dire d'abord ce que c'est comme définition. C'est d'une part que son sol est constitué de tourbes. On verra ce que c'est qu'après la tourbe. Et le deuxième critère, c'est que la végétation qui occupe ces milieux, les milieux humides, est potentiellement turfigène. Turfigène, ça veut dire productrice de tourbes. Donc il y a des végétations qui sont particulières pour constituer du matériel tourbeux. Et de fait,
ça fait que nous, en fait, au conservatoire, on a pris cette définition-là parce qu'elle nous permettait d'étudier, du coup, différents types de systèmes tourbeux. Donc, comme on considère que c'est au moins une des deux propriétés suivantes et pas ces deux propriétés-là ensemble, on peut du coup être sur des systèmes où on a de la tourbe, mais pas de communautés qui produisent de la tourbe. Donc là, on va être sur des anciennes tourbières. Donc c'est des tourbières qui sont dégradées. On appelle ça des cryptotourbières. Okay. On peut trouver des tourbières typiques. Bonjour. On peut trouver des tourbières typiques, donc c'est-à-dire à la fois on trouve de la tourbe en profondeur et à la fois des communautés potentiellement turfigènes. Et ensuite, on peut être aussi sur des épitourbières, donc ça c'est encore plus difficile à détecter, parce qu'on peut avoir du sol non tourbeux et des végétations qui sont potentiellement productrices de tourbe. Donc ça veut dire qu'on est sur des tourbières en création, donc qui sont en train de naître en fait. Sauf que c'est assez difficile à déterminer parce qu'on peut aussi avoir des communautés turfigènes mais qui ne vont jamais trop produire de tourbe parce que les conditions ne sont pas forcément réunies pour que la tourbe s'accumule. Donc en fait, nous, on a décidé au conservatoire et avec l'ensemble des partenaires environnementaux des Pays de la Loire avec qui on travaille, de considérer ces trois types pour pouvoir les préserver au mieux en fait. Parce que si on commence à se dire que, ah ben non, on prend en compte que les tourbières typiques, ça veut dire qu'on ne considère même pas qu'il y a une partie des tourbières qui a été dégradée et surtout qu'on ne considère même pas qu'on est en capacité de les restaurer ou de les gérer. Au mieux en tout cas. Et les épitourbières, bon ça c'est un peu un cas à part, mais la plupart du temps, les espèces végétales qui se développent sur toutes les tourbières et qui sont en capacité de produire de la tourbe, c'est souvent des espèces assez rares. Et voilà. Et du coup, qui sont quand même à préserver. Donc dans tous les cas, on va les préserver, quoi. Voilà. Et en fait, quand je vous disais que ça ne faisait pas forcément consensus entre plusieurs scientifiques, c'est souvent sur l'épaisseur de tourbe. Souvent, il y a certains scientifiques qui se disent ah ben non, en dessous de 30 cm de tourbe, on considère que ce n'est pas une tourbière. Bon. Ok. Moi, ce n'est pas mon avis, et ce n'est pas l'avis de certains autres experts nationaux, par exemple, qui considèrent qu'on est sur des processus, enfin, sur des écosystèmes tourbeux, pardon, et qu'il faut les considérer comme tels. Voilà. Je pense que c'est peut-être du fait de certains scientifiques qui ont l'habitude de voir des tourbières qui font 15 mètres de profondeur, alors que, bon, chez nous en France, et particulièrement au Pays de la Loire, on va être plutôt sur des tourbières qui font entre 1 mètre et on peut aller jusqu'à, en moyenne, 5 mètres de profondeur pour aller une grosse moyenne, mais bon, exceptionnellement, on peut aller jusqu'à 10 mètres de profondeur, notamment sur la tourbière de Launier, par exemple. Il me semble qu'on peut aller au moins jusqu'à cette profondeur. Donc, je fais une petite prise de recul. Il faut savoir que les tourbières en surface dans le monde, ça représente à peu près 3% de la surface mondiale. Mais ça représente aussi, et je ne l'ai pas mis sur la prochaine diapo, je ne sais pas pourquoi, bref, ça représente aussi l'équivalent, en fait, elle stocke l'équivalent de 75% du carbone atmosphérique mondial. Donc ça veut dire que, certes, ça fait une petite surface, mais à l'inverse, en termes de carbone et aussi on verra tout à l'heure, des autres qualités qu'elle présente, donc stockage d'eau, filtration de l'eau, donc qualité de l'eau, ça représente quand même une énorme, en termes de volume, ça représente une énorme quantité de qualité, on va dire. En France, on estimait, encore jusqu'à quelques années, mais donc c'est le chiffre un peu officiel, que ça représente 0,2% de la surface terrestre française. Sachant que de plus en plus de programmes là se développent. Quand je vous disais ça, moi je suis partie de données d'un inventaire français des tourbières, et sur cet inventaire français, il n'y avait pas de tourbières en Pays de la Loire. Allez, peut-être une ou deux, quoi. Alors qu'en fait, il y en a de partout. Voilà. Donc on ne considérait pas forcément ces milieux-là comme en tout cas, ceux que maintenant on estime comme être des tourbières, on ne les considérait pas comme tels à ce moment-là. Et en Pays de la Loire, ça représente en surface 3%. Voilà, 3% par rapport à la surface française. Donc c'est 3% de 2%. Je vous laisse faire le calcul, j'ai la flemme. Voilà, oui, donc là, je l'avais mis là, équivalent de 75% du carbone atmosphérique. Ça veut dire que si on ne protège pas ces milieux, bah non seulement c'est grave, mais en plus, c'est une véritable bombe à retardement. C'est-à-dire que si on continue plutôt, parce qu'on a déjà commencé, à les dégrader, et il y a des milliers de manières de le faire, on relargue du carbone, on détruit, enfin, on participe à la destruction, enfin, ou en tout cas à la détérioration de la qualité de l'eau, etc., etc.
Donc c'est pour ça qu'on essaye de plus en plus de sensibiliser sur ces milieux qui sont peu connus et qui ont souvent été boudés par les activités humaines au sens large. Alors, avant, les tourbières, pour nous, c'était quoi? Donc, je vous ai mis quelques photos anciennes, d'ailleurs, dont une, au moins, vient de la région, donc la Brière, qui est une ancienne vaste tourbière. La Brière, c'était... alors, je ne pense pas dire de bêtises, mais on ne sait jamais. C'était l'endroit où la Loire, en fait, arrivait, c'était la Paléo-Loire, en fait. L'endroit où la Loire arrivait jusqu'à l'océan. Et en fait, petit à petit, ça s'est décalé, phénomène géologique et voilà, notamment géologique, je pense, mais peut-être avec d'autres facteurs. Et en fait, c'était une vaste tourbière et qu'on exploitait beaucoup pour ce qu'on appelait le noir de Brière. Donc voilà, c'était à la fois, enfin, c'était notamment pour se chauffer à l'époque. C'était une matière combustible qui était substituable au charbon et au bois, et notamment, en fait, à partir je pense, 18e, 19e siècle, on l'a pas mal utilisé. Et puis ça s'est produit aussi post-Seconde Guerre mondiale, on avait carrément plus de combustible à l'époque. Et voilà, on en a fait des ravages, on va dire. Voilà, le but, donc, c'était creuser dans la tourbe, faire sécher des petits paquets de tourbe, et puis ensuite les mettre, les rendre combustibles, quoi. Enfin, les faire chauffer, enfin, les faire cramer. Voilà, on a un peu ce que ça donne, en fait. Ça a fait des espèces d'étangs ou de grands marais qu'ensuite on s'est approprié pour passer à d'autres usages. Par exemple, de la pêche dans les marais de Brière, enfin de la chasse, pêche, balade, etc. Mais voilà, il y a des grands axes comme ça en Brière où en fait c'était des grandes zones d'extraction de tourbe. Parmi les autres usages aussi, donc pour les tourbières qui sont toujours d'actualité, on va dire, qui sont toujours assez préservées, c'était des milieux qui étaient utilisés pour l'élevage. Quand on arrivait en saison estivale sèche et qu'on avait déjà pâturé sur les coteaux, les versants, les prairies plus sèches, c'était des milieux qui étaient utilisés à la fois pour faire de la matière pour la litière. On allait faucher là-dedans à la fin de l'été, début d'automne même plutôt. Et juste avant, on mettait les bêtes parce que c'était dans des endroits frais où il y avait toujours de la nourriture. Voilà. Et donc, quand on a développé les systèmes d'élevage, on a développé, ça s'est un peu intensifié sur ces milieux-là. Et on le voit dans les tourbes, mais je vous le réexpliquerai tout à l'heure avec une image. On remarque qu'il y a une période qui dure à peu près entre 100 et 200 ans, où on a une compaction de la tourbe en surface. On appelle ça la zone de KTH, c'est le Kulturellen Trockenhorizont en allemand. Donc c'est l'horizon sec culturel. Et en fait, c'est lié à cette intensification progressive de l'usage des tourbières par l'élevage. Aujourd'hui, donc on a continué à dégrader la tourbière. Aujourd'hui, voilà ce que ça donne. Là, c'est des photos que j'ai tirées, alors soit d'orthophotos, soit que j'ai prises moi-même sur le terrain. Donc, creusement d'étangs, par exemple. Alors, pour les loisirs, comme... non, je ne l'ai pas mis ici. Donc, soit pour les loisirs, parce que c'était des zones, voilà, on ne savait plus quoi en faire. On n'avait plus besoin de tourbières pour mettre les bêtes. C'était soit trop pénible parce que voilà, les bêtes pouvaient développer des maladies, ou voilà, c'était des zones un peu de miasme. Donc voilà, soit on a creusé des étangs pour faire de la pêche, pour se balader en barque, etc. Soit aussi pour pomper de l'eau dedans. Là, par exemple, on est sur une ancienne ZNIEF, donc zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique, où en fait on avait des espèces protégées, par exemple la grassette du Portugal, qui est une petite espèce carnivore. On l'avait encore il y a une quinzaine d'années. Et je suis allée voir en fait pour vérifier que cette tourbière était toujours d'actualité. Et en fait, là, ce qui se passe, bon, j'ai pris la photo de près, mais en gros, il y a un coteau là, en versant en tout cas, avec de la maïsiculture. Et en fait, c'est donc plutôt en conventionnel et avec l'agriculteur là va prélever de l'eau ici, le met tout en haut de son champ. Et puis il y a de l'eau qui s'écoule petit à petit, puis ça retombe là-dedans. Donc en fait, ça a tendance à eutrophiser, donc à enrichir en nutriments énormément le milieu. Donc ça a totalement tout dégradé. Il n'y a plus du tout d'espèces oligotrophes, donc c'est-à-dire qui sont adaptées à de faibles nutriments. Et du coup, voilà, on a développement plutôt de mégaforbiae, une lignification aussi, une arrivée de boisement sur ces milieux.
Donc là, la zone naturelle d'intérêt n'a plus vraiment d'intérêt, on va dire. Si ce n'est que c'est un milieu un peu enfriché, un peu naturalisé et eutrophisé. Ça, c'est un autre exemple, c'est en Maine-et-Loire, donc plutôt à l'est d'ici. C'est en fait à la frontière Maine-et-Loire et Indre-et-Loire, mais en fait, on en trouve de partout. Donc, c'est des drains qui sont creusés pour accéder au milieu tourbeux. Et là, le drain, il fait plus d'1 mètre de profondeur. Donc, voilà, en fait, ça fait que ça baisse vraiment la nappe. Et du coup, la tourbe, on va le voir, je vais le détailler après, qui est en fait un matériau qui est non minéralisé, enfin peu minéralisé, donc qui reste organique. Là, en fait, vu que l'eau descend, la nappe descend, on a une tendance à la minéralisation et donc à la dégradation de la tourbe, qui va perdre ensuite ses qualités de stockage de carbone, de filtration de l'eau et de stockage d'eau. Et en fait, là, ce qui se passe, c'est qu'il y a un gros drain, il y a même plusieurs drains, qui permettent en fait de tasser les milieux qui se minéralisent, pour permettre d'y accéder avec maintenant des tracteurs, etc., même des voitures. Et en fait, tout arrive à un étang qui va lui servir à un autre usage, pêche, etc. Et en fait, les étangs, ça constitue des endroits d'eau libre. C'est des endroits où l'eau est beaucoup plus mobilisable pour s'évaporer. Et à l'inverse des tourbières, où l'eau en fait est considérée comme de l'eau utile ou même stockée en profondeur. Donc l'eau utile, c'est plutôt l'eau qui est utilisable par les plantes, et l'eau qui est stockée, c'est celle qui est en dessous, qui en fait peut passer une vie géologique à rester sous terre, quoi. Donc le fait de creuser des drains, de faire des étangs, etc., ça provoque beaucoup d'évaporation et voilà, et du coup de baisse des nappes, etc., etc. Ça, c'est par exemple un étang qui a été creusé, pareil alors ça, c'est plutôt un étang de chasse, c'est aussi dans le Maine-et-Loire, où en fait, donc là, on a assez peu de connaissances on est en train d'avoir des connaissances sur le fonctionnement de cette tourbière-là. D'ailleurs, Elodie, tu étais venue avec moi là-dessus. Et en fait, ce qui se passe là, c'est que c'est un étang qui était certainement tourbeux au départ, enfin même une zone humide, on va dire, qui était tourbeuse au départ, qui a été recreusé et qui est devenu un étang, et là qui est en train de se faire recoloniser par la végétation sur les marges et qui recrée de la tourbe. Donc en fait, nous, l'enjeu sur ces milieux-là, c'est de s'assurer qu'il n'y ait plus de curage et plus d'entretien de ces milieux-là pour qu'ils servent. Normalement, en fait, ces milieux-là, ils servent essentiellement à la chasse. On voit en fait qu'ils ont créé en curant des petits merlons de partout pour pouvoir se positionner et voilà, pour chasser souvent le gibier d'eau. Et nous, l'intérêt, c'est de s'assurer que cette végétation-là puisse continuer à perdurer et à stocker du carbone et de l'eau. Et on a aussi beaucoup de milieux humides qui ont été transformés en peupleraies ou paissières avec des épicéas, etc. Peupleraies, c'est beaucoup le cas dans la région. Et en fait, de la même manière, donc là, c'est des plantes qui vont vraiment tirer sur la réserve utile et du coup faire provoquer des baisses de nappe. Ou même du tassement du fait de leur poids en surface, et donc dégradation aussi de ces milieux. Donc ça fait aussi partie de la restauration que d'arriver à reconvertir des peupleraies en milieu humide, et du coup, recréer des espaces un peu naturels qui peuvent, à la rigueur, et c'est souvent c'est plutôt bien, à la rigueur, être plutôt utilisés pour de la fauche ou du pâturage traditionnel, donc plutôt extensif. Voilà. Donc, ce qui s'est passé, ce qui se passe plutôt, c'est qu'on estime à peu près 0,1% de perte de surface mondiale par an de tourbières. Alors, je pense qu'il y en a au moins 3 voire 4 fois plus. Mais ce qui est énorme, en fait, quand on parle de surface, on ne parle pas du volume. Et en fait, le volume, on a une faible connaissance de ce que représente le volume des tourbières dans le monde. Et notamment, on a découvert assez récemment, et ça n'est pas sur cette carte, un gros axe tourbeux en Afrique centrale. Voilà. Il y a énormément de tourbières dans le monde, même dans les régions dont on pourrait ne pas croire qu'il y en a. Voilà. Et en France, voilà, ça c'est un chiffre que je pense que vous connaissez pour la plupart. Depuis 200 ans, on a perdu près de 75% des zones humides, tourbières comprises du coup, ce qui est relativement énorme, et toujours en termes de surface. Et en Pays de la Loire, si on commençait à s'y intéresser,
Donc nous, c'est un peu le constat qu'on a fait en 2015-2016. En fait, on avait connaissance qu'il y avait plusieurs milieux tourbeux parce que, donc, en travaillant avec différents partenaires, les parcs naturels régionaux, la LPO, des centres permanents pour l'initiative et l'environnement, aussi des communes, des agents d'espaces verts, etc. dans des communes. Voilà, on savait qu'il y avait, enfin, il y a Bretagne Vivante aussi dans ces assos-là. On savait qu'il y avait beaucoup de tourbières et des différents types en Pays de la Loire. Je vais vous en donner quelques exemples. Donc, par exemple, la tourbière de Launier, vous savez à peu près où elle se situe, elle est juste au nord de Nantes, il me semble que c'est la Chapelle-sur-Erdre. Elle doit peut-être même sur 2 communes. Et elle fait une centaine d'hectares. Voilà, et c'est une tourbière qui abrite encore des espèces dont on ne trouve même plus de reliques en Pays de la Loire. Voilà, notamment des espèces de sphènes aussi très rares. Donc, de sphènes, c'est des petites mousses qui produisent de la tourbe. Voilà, tourbière de Launier. Alors, je vais parcourir un peu la région comme ça. Donc, en Brière, donc on est sur des cryptotourbières. Donc, on est passé plutôt à un système de marais, alors qu'avant, on était plutôt dans des systèmes de tourbières. Peut-être je peux expliciter un peu la différence entre marais et tourbières pour faire simple. Marais, c'est plutôt des endroits où on peut avoir facilement du marnage lié à des périodicités saisonnales de présence d'eau avec des pluies en hiver qui font augmenter les nappes, etc. Et en fait, ce que ça provoque, c'est souvent des alternances de dépôts sédimentaires argileux. Et ce qui fait qu'en fait, la végétation qui se développe, elle est souvent enrichie en nutriments et elle est toujours en fait à se renouveler. Alors qu'en tourbière, le principe d'une tourbière, c'est qu'on a une quasi même quantité d'eau en permanence sur ces milieux-là. Ce qui fait qu'on a peu d'alternance dans les végétations qui se mettent en place. Et de ce fait-là, en fait, vu qu'on a une présence continue de l'eau, en fait, les espèces turfogènes peuvent se développer et donc mourir sans se dégrader et donc participer à l'accumulation de la tourbe. Un autre exemple, là, on va sur le bassin parisien, donc des boulets à sphènes, par exemple, en Sarthe. Donc là, on est plutôt sur des milieux plutôt alcalins, donc basiques. À la différence de tout le massif armoricain, on va être sur des espaces... voilà, en fait, ça comprend à peu près tout ça, le massif armoricain, on va jusqu'en Vendée. Je vous montrerai une carte tout à l'heure, il me semble que j'en ai mis. Voilà, là, on est plutôt sur des systèmes acides, donc avec des espèces acidiphiles qui se développent sur ces milieux. Et là, on est plutôt sur des espèces basophiles, quoi, donc sur le bassin sédimentaire parisien, qui prend une grande partie de la Sarthe, plus une partie du Maine-et-Loire, notamment sur le Baugeois. Donc, en fait, on est dedans, à Angers. Et puis, on n'oublie pas aussi qu'il y a toute la zone du Marais Poitevin qui est sur du bassin aquitain, bassin sédimentaire aquitain. Donc là aussi, on va être sur plutôt des milieux plutôt basiques, quoi. Toujours là sur, par exemple, un exemple de bas-marais alcalin du plateau baugeois avec développement de la gentiane pneumonante, par exemple, qui est une espèce assez typique de ces milieux, ou du chouin noirâtre, par exemple, qu'on peut retrouver aussi. Au nord de la Mayenne, là j'avais un exemple c'est une topographie, c'est pour montrer une petite tourbière de pente. J'ai pas mis de photo, allez là. Petite tourbière de pente où en fait on a des émergences de sources, mais je vais vous expliquer un peu tout à l'heure les différents fonctionnements. Donc voilà, c'est pas que sur des fonds de vallons, ça peut être sur les tourbières, elles peuvent se situer aussi sur des versants. On verra tout à l'heure pourquoi. Et puis j'ai mis un dernier exemple, voilà, d'un marais tourbeux arrière du Nerf vendéen. Donc là, c'est à Olonne, donc là, juste en arrière des complexes du Nerf Atlantique, on peut trouver aussi des tourbières. Voilà, majoritairement sur sable. Voilà. Donc là, vous avez une carte géologique. Donc vous allez comprendre, nous, quand on étudie les tourbières, moi, j'ai vite compris qu'il fallait que je me mette dans la géologie, parce que, en fait, c'est vital pour comprendre les fonctionnements des tourbières, parce que quand on arrive sur un milieu humide, et notamment d'ailleurs, je pense que tout gestionnaire d'espace naturel dont vous serez plus tard, vous prendrez plus tard la relève, donc d'ailleurs pour certains l'année prochaine, vous verrez que en fait, c'est pas qu'une histoire de surface. On ne peut pas gérer des milieux naturels en ne considérant que la surface, il se passe plein de choses sous nos pieds.
Et en fait, c'est complètement vital d'arriver à comprendre ce qui se passe sous nos pieds pour comprendre des processus. Ça peut être sous nos pieds juste en quelques centimètres en dessous de nos pieds. Donc pour connaître un peu les processus physico-chimiques et biologiques qui se passent en dessous de nous. Et aussi, ce qui est super important, c'est considérer le matériel géologique qui se situe en dessous de nous, c'est-à-dire à plusieurs centaines de mètres de profondeur. Le passé géologique aussi est intéressant à bien comprendre pour aussi pouvoir préserver sur le long terme des milieux comme les tourbières. Donc, j'ai pas mis, c'est un peu dommage, mais bon ça vous montre un peu. Donc, dans la région Pays de la Loire, on va dire que ça part de là, tac, ça fait un truc un peu comme ça. Donc, on voit bien qu'on est vraiment sur deux entités, quoi. Enfin, deux entités, même trois avec le bassin aquitain. Et ce qui va nous amener à vraiment avoir des façons différentes d'approcher les tourbières, qu'on soit sur le bassin sédimentaire parisien ou qu'on soit sur le massif armoricain. Voilà, donc là, on est là. Et donc, il y a des tourbières aussi par là. Et là, ça commence à être compliqué. Il y a aussi, voilà, même en Sarthe, il y a des endroits où c'est un peu compliqué de les étudier parce qu'on est sur des trucs à la fois acides, basiques, on est un peu sur voilà, les deux, on va dire les deux grands types biologiques, et là, ça complexifie souvent un peu le truc. C'est difficile de faire des typologies, enfin des modélisations de fonctionnement sur cette limite-là. Et là, on est en plein dedans. Ce qui est néanmoins assez intéressant. Pour continuer un peu sur les différents types de milieux qu'on peut trouver dans les Pays de la Loire, donc parce que voilà, moi je suis dans une association qui travaille vraiment à l'échelle des Pays de la Loire. Donc en 2015-2016, on a commencé à se dire bon, alors on va commencer à travailler sur les tourbières, mais alors qu'est-ce que c'est que vraiment les tourbières, quoi? Donc on a commencé par cette définition un peu commune, donc tourbe plus communauté végétale potentiellement turfigène. Mais c'est quoi en fait? C'est que c'est végétation potentiellement turfigène. Donc on s'est posé la question, tout en se disant qu'on n'allait pas considérer uniquement les tourbières comme ça pour les restaurer et pour les préserver, mais aussi les milieux qui étaient directement en lien avec ces tourbières. Donc on appelle ça les zones de dépendance fonctionnelle. Donc ce qu'on a fait, on a épluché en fait des bases bibliographiques et les connaissances. Notamment, on était très accompagnés par le Conservatoire botanique national de Brest, qui nous a beaucoup épaulés pour détailler toutes les végétations des Pays de la Loire et voir quelle végétation pouvait être turfigène. Donc ça, majoritairement, on les connaissait, mais aussi celles qui pouvaient se trouver en zone de dépendance fonctionnelle et qui pouvaient nous donner des indices de présence de tourbières aux endroits où elles avaient été inventoriées, ces communautés-là. Donc, je vous en ai détaillé quelques-unes. Donc, du coup, nous, on considère à la fois les turfigènes et les non-turfigènes, mais qui peuvent être associés aux tourbières. Donc, on a par exemple, donc ça, c'est les végétations typiques, on commence par les plus belles. Donc, les communautés de hauts marais, plutôt banquettes et buttes de sphènes turfigènes et hauts marais. Donc, là, on dit sous influence océanique, on est sur les Pays de la Loire, globalement. Nord-Mayenne, Nord-Sarthe, on va être un peu moins sur des tendances océaniques, mais voilà, on est quand même dans ces milieux-là. Donc, au marais, en fait, c'est principalement des tourbières qui ont accumulé suffisamment de tourbe pour se déconnecter de la nappe et pour être majoritairement alimentées en eau de pluie, en eau liée au climat, quoi. Donc, c'est principalement le fait des sphènes qui accumulent de l'eau qui provient des pluies, des eaux de pluie, sur lesquelles se développe, surtout la vinaigrette, donc Eriophorum, ici on a Angustifolium, un peu moins vaginatum, donc voilà. Et puis donc les sphènes, ça ressemble à ça, de près. C'est comme des petites étoiles, donc c'est des mousses, des bryophytes, qui ont cette grande capacité de stocker énormément d'eau. Et elles ont la capacité aussi, globalement, pour en fait s'alimenter. Elles relarguent des ions H+, dans leur environnement, ce qui a tendance à acidifier leur entourage proche. Et en fait, comme elles acidifient à fond le milieu, les bactéries qui normalement dégradent la matière ne peuvent plus vraiment se développer, et du coup, elles ne peuvent plus dégrader la matière. Donc, sphènes plus les autres espèces qu'on trouve, on appelle ça les espèces compagnes, elles se développent, elles meurent, mais elles ne se décomposent pas à très peu. Et c'est ça qui forme la tourbe. On
On peut trouver aussi des pelouses pionnières, donc ça on est plutôt sur l'inverse, on est sur les bas marais, donc sur la tourbe nue en fait, on peut avoir des tourbières qui se maintiennent quasiment constamment via ce type de milieu-là. C'est là où on va trouver les Drosera, c'est les Rossolis à feuilles rondes, à feuilles intermédiaires, etc. Donc c'est des petites espèces carnivores qui sont là. Voilà. Des communautés arachospores blancs aussi. Pardon, je suis en train de pousser l'écran. Bref, donc ouais, ça fait des petites gouilles comme ça, en fait, qui sont assez typiques des milieux tourbeux. Donc là, on peut être sûr qu'on est en situation de tourbière. D'autres exemples, prairies tourbeuses de bas marais, donc on peut être sur des petits systèmes bombés comme ça. On a encore de la vinaigrette, on peut avoir des éricacées qui se développent, qu'on soit en système plutôt basique ou même acide, on a plusieurs types d'orchidées qui se développent sur ces milieux-là. Voilà, du choin noirâtre, des hydrocotyles, voilà. On peut aussi être sur des systèmes d'herbiers flottants, donc ce que je vous ai montré tout à l'heure dans le cadre de l'étang, c'est des végétations qui colonisent petit à petit, puis ça flotte. Il vaut mieux pas s'aventurer sur ce type de milieu parce qu'on risque de finir à la baille. Donc pareil, on peut aussi trouver des petites sphènes qui se développent, donc c'est pas les mêmes types de sphènes. Des utriculaires, potamos, élodées, etc. Voilà. Encore sur des communautés de bas marais, alors on peut se trouver complètement sur des zones de ligneux, voilà, plus arborées, avec soit des saules, des bouleaux, des aulnes, du piment royal aussi, par exemple, on va en trouver pas mal en Nord-Loire-Atlantique, par exemple. On en trouve aussi ici d'ailleurs. Et ensuite, on peut s'intéresser aussi aux zones non turfigènes, mais qui sont vraiment très étroitement liées. Donc, forêt marécageux avec des zones, l'osmine royale que vous avez déjà dû voir, cette belle plante, voilà, des saules, etc. Et puis, j'ai bientôt fini sur les communautés non turfigènes, plutôt des systèmes aussi à grande, on va dire, des maniocaricées ou roselières avec voilà, des caricées, carex, quoi. Et puis des roselières, ça, pareil, sur les temps que je vous ai présentés tout à l'heure, on est sur ce type-là. Avec en sous-strate, on a le développement de seigne, et puis voilà, soit de la mollinie, soit des roseaux, etc. Donc des mégaforbières aussi, donc là, on est toujours en non-turfigène, donc ça ne produit pas de tourbe. Voilà, on peut être sur des mégaforbières à Aquilée, Molinier, voilà, non, désolé, son nom, bref. Philippe Angula, voilà. Mégaforbier. Et puis, pour finir, des petites pelouses acidiphiles. Donc ça, moi, j'en ai moins trouvé à Nard, des Nardais, quoi, et à Joux. Donc ça, c'est un système un peu plus dégradé, mais voilà. Quand on voit ce type de système, on peut éventuellement se dire qu'on peut trouver des systèmes tourbeux. Mais c'est bon, ça peut aussi être trouvé dans la majorité des autres zones humides typiques, on va dire. J'ai rien contre les autres zones humides. Hein. Donc, pour revenir à ce que c'est que la tourbe, donc voilà, c'est globalement ça. C'est beaucoup d'eau dans la tourbe, c'est un peu de matière minérale et c'est de la matière organique surtout. Et en fait, ça ressemble un peu à ça. Donc là, nous, ce qu'on va étudier, en fait, quand on va étudier les tourbes, en fait, c'est des super éléments pour savoir quelle communauté végétale existait dans le passé. Donc là, par exemple, bon là, on est à 50 cm de profondeur, par exemple, et 50 cm de profondeur, on peut déjà être à 500 ans en arrière. Quoi. Et donc ça, tous ces gros débris-là, c'est de la matière végétale morte, non décomposée. C'est pas comme de la terre, là, vous pouvez toucher du doigt et puis voilà, qui peut devenir compact facilement, quoi que ce soit. Là, c'est blindé d'eau et les experts arrivent facilement à déterminer de quel type de plante il s'agit. Donc nous, petit à petit, on se spécialise là-dessus. Il y a des espèces qui sont beaucoup plus faciles que d'autres, notamment le phalaris, les roseaux, etc., la balsangère. Des petites graines aussi qui sont typiques, graines de jonc, graines de carex, graines de trèfle d'eau par exemple. Voilà. Les sphènes aussi, on peut les retrouver dans les tourbes et c'est assez facile, enfin facile entre guillemets, de les identifier. Donc
Ça, on est plutôt sur des systèmes de tourbes herbacées et on peut trouver beaucoup aussi de tourbes à bois. On va trouver des morceaux de bois en profondeur. Et là, de la même manière, en fait, on peut retracer un peu l'évolution de tourbières qui sont des fois passées à des boisements, puis qui ont été déboisées. On trouve souvent du charbon qui montre qu'en fait, ces milieux-là ont été déboisés, puis ensuite recolonisés en bois, etc. Donc en fait, même en tant que gestionnaire d'espace naturel, c'est intéressant parce qu'on peut se dire que ces tourbières ont quand même fonctionné avec du bois. Et souvent, on arrive en tant que gestionnaire, on se dit « Oula, il faut gérer, alors on va tout déboiser, machin. » Alors que des fois, ça ne sert à rien en fait. Il y a des tourbières qui fonctionnent très bien en étant boisées et voilà, et on peut laisser ça comme ça si on estime que c'est pas en dégradation. Mais pour ça, il faut avoir vraiment une approche systémique du milieu et pas être juste à l'échelle de son petit site protégé. Voilà. C'est important de considérer souvent un peu des zones beaucoup plus grandes et qui souvent sont de l'ordre de l'échelle du bassin versant. Voilà. Donc là, j'ai chopé une petite diapositive d'un expert national en fait, pour développer un peu le concept de culture hélène franco-horizonte, là, dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, l'horizon sec culturel. Et en fait, là, vous avez un bon exemple. Donc, ça, c'est des carottes tourbeuses. Donc, ça, c'est un carottier russe. Hein, c'est un carottier qui est utilisé pour aller faire des carottes dans le sol. Donc, c'est un système à clapet qui se tourne, en fait, une fois qu'on va rentrer dans le sol et qui permet de relever des beaux fragments de tourbe comme ça. Donc là, en fait, on part de là-haut. Donc là, on est sur la matière qui est vraiment assez déliée, en fait, parce que qui n'est pas encore trop compactée, forcément, il y a moins de poids dessus. Donc, vraisemblablement, là, on est sur des systèmes plutôt asphènes, c'est assez, voilà, tourbe brune ou blonde. Et en fait, on remarque que des fois, en fait, souvent, on a un peu du mal à percer et aller un peu plus loin à partir d'un certain moment, quoi. Et donc là, tac, on arrive à cet horizon-là. Et ensuite, on arrive souvent sur des horizons un peu plus doux. Et on retrouve limite voilà, ce qu'on peut retrouver par exemple dans ces zones-là. Et là, on se dit, bah, qu'est-ce qui s'est passé? C'est bizarre. Il y a eu une modification, il y a eu un truc, il y a eu un assèchement, tout ça. Et en fait, ça a été démontré il y a peut-être moins de 10 ans par des Allemands. Les chercheurs allemands en fait, ont montré que toutes ces strates-là, elles étaient liées à des phénomènes de pâturage un peu plus intensifs. Voilà. Alors, ça peut arriver, ça a pu arriver il y a des centaines d'années, voire des milliers d'années, où en fait c'était des gros troupeaux en fait qui passaient sur ces milieux et qui restaient, c'était des zones de halte en fait, de passage de bêtes. Et voilà, où ça a marqué en fait ce passage de tourbe, quoi, assez particulier. Et en fait, ce tassement de tourbe va provoquer des changements en termes hydrologiques, et ce qui va en fait permettre à d'autres espèces ensuite de se réinsérer sur ces milieux qui souvent jouent un rôle assez compact et limite un rôle on va dire, un peu imperméable en fait, donc qui provoque la stagnation d'eau de surface. Et du coup le développement d'espèces qui sont pas les mêmes que celles qui sont dans ces tourbes-là. Donc ça, c'est aussi intéressant à prendre en compte. En fait, souvent, on lit un peu le passé dans les tourbes. Enfin, je dis bon, en tout cas, les experts qui font ça toute leur vie lisent vraiment le passé dans les tourbes et arrivent à savoir ce qui s'est passé rien qu'en regardant les tourbes. Alors nous, chez nous, on va dire en humble gestionnaire d'espaces naturels, comment on étudie une tourbière? Alors là, je vais vous détailler un exemple concret d'une tourbière qui se situe juste, elle est à même pas 20 km, je pense, au nord d'Angers, à Marseille, entre Sèche-sur-le-Loir et Marseille. Voilà, je vais vous détailler un peu ce qu'on a fait comme travail, ce qui va vous montrer un peu le travail des gestionnaires, enfin, en tout cas des gestionnaires des tourbières. Donc voilà, on se situe là. On est juste au nord-ouest de l'aéroport d'Angers. Donc on est sur le bassin versant du Loir, là, qui ensuite rejoint la Maine, il me semble, c'est ça. Et voilà. Et en fait, là, on est sur un tout petit affluent du Loir. Voilà, je vous le dis d'ailleurs, c'est pas très grave. Un petit affluent du Loir, et sur lequel, en fait, on avait remarqué, donc c'était un syndicat de bassin versant,
qui voulaient faire des travaux de restauration d'un milieu, en fait, c'était d'un cours d'eau en l'occurrence. Et ils avaient remarqué qu'il y avait un ancien forage géotechnique, qui avait détecté la présence de tourbe. Et il s'est dit, ah bon, enfin, il s'était dit, bon, peut-être qu'il y a un peu de tourbe ou il y aura un tout petit peu de tourbe à ce niveau-là. Donc, pour vous donner, donc voilà, là on est entre le bourg de Sèche-sur-le-Loir et le bourg de Marseille, et eux ils voulaient refaire un cours d'eau qui est là, qui est très encaissé, donc il fait des endroits il fait plus de 2 mètres de profondeur par rapport à la prairie. Et en fait le projet, dans le cadre du syndicat de bassin versant, c'était de restaurer le cours d'eau et d'en faire quelque chose de très méandriforme. Et ils pensaient, donc il y a des routes, il y a une route qui passe ici, il me semble que c'est au niveau de cette route-là qu'ils avaient remarqué la présence de tourbes. Alors qu'en fait, là, comme ça, on voit des prairies fauchées, on se dit, bon, non, pas vraiment, on n'a pas vraiment l'impression qu'il y a de la tourbe par ici. Et donc, ils ont fait appel à nous pour qu'on aille faire donc, des relevés botaniques et pédologiques. Donc, nous, c'est ce qu'on fait majoritairement quand on étudie les tourbières, pour répondre à ces 2 critères de soit flore turfigène, soit de la tourbe. Donc, du coup, on passe notre vie à faire des carottages. On embauche des gens pour nous aider à noter des trucs, parce que sinon, c'est tout crade. Enfin, bref. Et des relevés botaniques. Hein, tu connais. Voilà. Et donc, moi, avant d'aller sur le terrain, ce que je fais souvent, c'est que je regarde un peu qu'est-ce qui se passe sous la terre. Ça m'aide un peu déjà à me donner des pistes pour savoir comment fonctionne la tourbière. Est-ce que c'est surtout par de l'arrivée de l'eau de pluie? Est-ce que c'est parce qu'il y a de l'arrivée surfacique, parce qu'il y a des petits cours d'eau? Ou est-ce que ça vient d'en dessous? Donc là, par exemple, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on est principalement sur un versant. Donc voilà. Donc ici, on est sur, vous voyez, c'est ça l'affluent du Loir, qui est ensuite celui de Loire. Moi, je fais souvent des coupes transversales pour comprendre. Donc là, on se dit, bon, il y a une faille qui se situe ici. Ça, c'est pas la meilleure carte géologique du monde, c'est une carte harmonisée. Normalement, on est plutôt sur les cartes imprimées qui sont beaucoup plus précises. Voilà. Et en fait, bon, moi, je regarde juste, ok, je suis sur du sable, la couche la plus haute, on va dire, c'est sable grès argile, du Cognassien. Et on est juste en dessous, sur le truc vert là, Crétufo d'Anjou. Ok, bon, maintenant que j'ai ça, je peux partir sur ma tourbière et je pars faire mes inventaires. Ce qui est aussi intéressant, bon ça je l'ai fait a posteriori, mais souvent ça peut se faire aussi en amont, c'est de voir où est-ce qu'elle est située cette tourbière dans le bassin versant. Donc ça dépend de quel bassin versant on parle. Si on parle du bassin versant du Loir, c'est pas très intéressant, mais là on peut déjà voir que le petit affluent sur lequel elle se trouve, il n'est pas bien grand. Elle est à peu près au milieu et cette tourbière, elle fait peut-être 2-3 km de long tout au plus. Donc vous voyez que c'est vraiment un petit affluent en Loire. Donc ça aussi, ça peut être intéressant quand on étudie le fonctionnement hydrologique d'une tourbière. Et enfin, donc moi là, c'était plus par rapport au projet du syndicat. Je suis allée chercher dans les archives départementales du Maine-et-Loire, donc c'est le cadastre napoléonien, qui m'indique en fait, donc souvent le cadastre, forcément, il ne s'amusait pas à couper les rivières en deux et puis se dire, ah bah oui, de l'autre côté de la rivière, c'est aussi chez toi, c'est bon, machin. Non, il s'arrêtait aux rivières, comme on fait encore à l'heure actuelle, et puis on pouvait savoir, en fait, du coup, il y a 400 ans en arrière, là, ça me permet de voir si le cours d'eau qui allait être restauré, il était déjà dans cet état ou pas. Donc ça aussi, ça permet de savoir, en fonction de l'état de la tourbière, on peut se dire, bon, est-ce que si la tourbière elle est encore à peu près en bon état à l'heure actuelle, est-ce que c'est lié à la dégradation du cours d'eau depuis un certain temps ou pas en fait. Bon, là en l'occurrence, il avait à peu près la même forme qu'à l'heure actuelle. C'est un cours d'eau en fait qui de très longue date avait été complètement restructuré pour alimenter une tannerie dans le bourg de Sèche-sur-le-Loir. Donc tous ces éléments historiques, ça nous permet, même culturels en fait, ça nous permet aussi de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Donc voilà, ensuite, donc moi ce que je fais, c'est que j'imprime mes cartes, voilà, et ensuite je vais un peu à l'aveuglette, à l'aveugle. Nous, ce qu'on utilise, c'est une gouge, c'est beaucoup plus facile d'utilisation qu'un carottier, parce que le carottier, c'est quand même assez dur à enfoncer dans le sol, sauf si on pèse 150 kg, mais voilà. Et donc je me base aussi sur les anciennes photos, là, en fait, parce que je me suis dit, ok, ils ont trouvé la tour, c'était comment avant?
Et les photos anciennes en noir et blanc, elles font vraiment ressortir ce contraste d'humidité avec voilà, une milieu beaucoup plus sombre. Voilà. Donc, nous, ce qu'on réalise, enfin, moi, par exemple, pour ce site-là, l'intérêt, c'était de savoir où s'étalait la tourbière entre les deux versants et jusqu'où elle allait sur la longueur du ruisseau. Donc, on a fait des points un peu aléatoires dans différents types d'habitats naturels. Et puis, on a fait un transect avec 11 points pédologiques pour connaître un peu le volume de tourbe, jusqu'où ça allait, en fait. Donc, on a trouvé que ça allait à plus de 3,50 m, parce que moi, ma gouge, là, elle ne va pas à plus de 3,50 m, j'ai pas assez de rallonge. Elle pouvait aller à plus, donc c'est au moins 3,50 m de tourbe de profondeur. Vous avez un exemple là du résultat, donc ça, c'est ce qu'on voilà, on fait après pour voir un peu ce qu'on va. Donc, globalement, voilà ce qu'on trouvait. Donc, on avait de l'argile et du sable en surface, tac, tac, tac. Donc, il fallait percer les premières couches, on va dire. Et puis, au bout d'un moment, à partir de 50 à 100 cm, on trouvait de la tourbe. Et alors, soit de la tourbe avec beaucoup de fibres, soit de la tourbe avec moins de fibres. Donc, ça dépend d'où on était situé. Et vous voyez, là, il y a plusieurs carottages. On n'a pas pu voir ce qu'il y avait en dessous de la tourbe. Il y a d'autres carottages, par contre, qui nous ont indiqué qu'on était sur du tuffeau, et ce qu'on a vu tout à l'heure sur la carte géologique. Donc là, vous avez des exemples de... Alors là, un peu de la base de certains sondages, avec cette espèce de matière un peu sableuse, crayeuse du tuffeau. Et on trouve là de nombreuses coquilles dans les tourbes. En fait, c'est les coquilles qui ont d'ailleurs formé le tuffeau. C'est un phénomène géologique qui est lié au bassin sédimentaire parisien. Et on trouve vraiment cet héritage géologique dans les tourbes avec énormément de coquilles, de petites coquilles de toutes sortes et différentes formes. Voilà, et là on voit peut-être pas, enfin je sais pas si vous voyez bien, mais ouais, on a des tourbes à bois et voilà, enfin majoritairement à bois, mais aussi à herbacées, quoi. À roselière par exemple, choses comme ça. Ensuite, voilà, on fait des inventaires floristiques pour voir l'état de la végétation et pour voir si c'est toujours à potentiel turfigène. Je passe assez vite. Et ensuite, on finit pour comprendre comment la tourbière fonctionne par faire des coupes géologiques. Donc là, la tourbière elle se situe là. Donc là, c'est à partir de ma carte géologique et à partir aussi de la banque des sous-sols, donc par le bureau de la géologie, BRGM, quoi. J'arrive jamais à dire la traduction. Voilà, et en fait, on va chercher ces infos-là qui donnent en fait des logs validés de différentes couches que composent les sols. Donc eux, ils arrivent à aller jusqu'à 54 mètres, parce que j'arrive pas à faire sur le terrain, forcément. Donc moi, je les reporte en fait sur mes coupes géologiques et ensuite, je fais correspondre les différentes couches que je vois. Bon, c'est jamais exactement comme ça, forcément, c'est tout droit. Mais nous, ça nous permet de comprendre un peu. Donc là, le ruisseau, il est là. La tourbière, elle est là. Donc en fait, moi, bon, je vous donne la réponse, c'est pas un coup, hein, je ne vais pas vous poser des questions. Bon, en gros, ce qui se passe, et c'est comme beaucoup de tourbières dans les pays de la Loire, et ça, c'est quelque chose qu'il y a encore 15 ans, on n'étudiait pas du tout, on n'avait pas du tout cette connaissance-là. Ce qui se passe, c'est que, donc, juste, je fais une petite remarque par rapport à... Ce qui est en rouge, là, c'est la topographie, donc c'est la surface du sol. Là, on est sur une échelle en abscisse de 4000 mètres et on est sur une ordonnée de 60 mètres. Donc, en fait, il faut les tirer vachement plus. On n'est pas en zone de montagne, quoi. Donc là, en fait, le coteau, il est vraiment très léger. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une collecte des eaux de pluie, régulièrement, par le coteau, qui s'infiltre dans la couche des sables, grès et argile. En fait, c'est des bons aquifères, on va dire. Ça a cette propriété de collecter l'eau. Et ensuite, elle se retrouve, entre guillemets, bloquée par la couche du tuffeau, mais pas vraiment bloquée parce que cette couche-là, elle est micro-fissurée. Et en fait, c'est cette couche qui permet le transit de l'eau jusqu'à des endroits comme ici, où en fait, on arrive en fond du Talweg, et en fait, vu qu'il y a déjà des ruisseaux, des cours d'eau, que ça collecte quand même pas mal les eaux de surface, etc., mais en fait, l'eau, elle peut faire qu'une chose, c'est ressortir, mais pas au niveau du plus profond de la vallée, donc du Talweg. Elle ressort souvent juste un peu au-dessus. Et elle ressort en continu. Et donc, ça a formé la tourbière. Donc ça, c'est l'hypothèse, nous, qu'on a formulée.
Donc ça se fait à partir de modèles théoriques. C'est des modèles des châteaux d'eau. Vous connaissez tous les châteaux d'eau, vous savez comment ça fonctionne, à peu près. Bon, je ne suis pas l'experte internationale du château d'eau, hein, mais en gros, un château d'eau, on pompe l'eau, ça constitue une réserve en hauteur, et ensuite on utilise cette hauteur-là pour redistribuer de l'eau, et pour utiliser cette énergie en fait de gravité pour redistribuer de l'eau en continu aux populations. Là, c'est un peu pareil. En fait, le compartiment de départ de stockage, en fait, c'est ce sable-là qu'on a vu dans le coteau qui collecte les eaux de pluie. C'est cette réserve hydrologique qui, en fait, petit à petit, ramène de l'eau par des micro-fissures jusqu'à un endroit qui peut se situer des fois 30 km plus loin. Bon, là, on n'est pas à 30 km plus loin, mais il y a des modèles il y a déjà des études qui ont montré que 30 km plus loin, on pouvait avoir des effets. Donc vous imaginez déjà si c'est 30 km plus loin, ça veut dire que si on remarque qu'il y a un problème sur la tourbière, on va pas faire. C'est un peu difficile d'aller faire 30 km et dire excusez-moi, ce que vous êtes en train de faire là, c'est en train de bousiller ma tourbière à 30 km. Là, je veux dire, vous êtes devant le volant, quoi. Mais bon, c'est un fait. Et en fait, ça, on commence de plus en plus à le démontrer et à le prendre en considération. Et donc là, via ces conduites hydrauliques que constitue le tuffeau, en l'occurrence, et ben ça recrache dans le sol. Et ça constitue, donc ça envoie de l'eau en permanence et ça constitue la tourbe. Et petit à petit, en fait, si on laissait ce milieu se développer de son plein gré, on arriverait petit à petit en fait, à l'agglutination de tourbes et au final à la déconnexion, au bout d'un moment, de la matière turfigène de la nappe, qui ensuite, après, s'écoulerait comme ça. Et en fait, on arrive à des fois des tourbières qui ne fonctionnent plus que par les eaux de pluie. Et on arrive sur des systèmes ombro-trophes. Et en fait, ça, quand il s'agit de restaurer des milieux, pareil, il faut arriver à le comprendre, parce que si on se dit que de toute façon, ça arrive du bas, c'est bon, en fait, on va pouvoir, par exemple, je sais pas, moi, enlever de la matière, bref, pour différents processus de restauration. Alors qu'en fait, là, on est sur de la tourbière ombro-trophe, c'est-à-dire qui ne fonctionne qu'avec l'arrivée d'eau de pluie. Donc, si on enlève de la matière, par exemple pour décaper, pour restaurer des graines anciennes, etc., et ben on va retourner à la nappe d'en dessous, et du coup, on ne va plus du tout trouver les espèces qu'on avait autrefois, qu'on avait alors sur cette tourbière. Donc voilà, c'est très important d'arriver à comprendre ça. Ça se fait aussi par des mesures sur le long terme, par des installations de piézomètres. Donc c'est des matériels qui calculent les niveaux d'eau. Et notamment, ils permettent de calculer les niveaux d'eau en réponse à des épisodes de pluie. Et quand on remarque que le niveau d'eau dans les petits milieux, par exemple dans les tourbières ombro-trophes, répondent directement aux pluies, en fait, ça veut dire que souvent la tourbière fonctionne grâce aux pluies. Alors que des fois, on est sur des tourbières où en fait, il a beau pleuvoir une fois, un grand coup, machin, il ne se passe rien. Mais parce qu'en fait, c'est parce qu'elle fonctionne uniquement par cette arrivée en continu d'eau par le dessous. Et donc, vous avez un petit exemple. Donc là, grâce à cette étude, on a pu montrer que l'eau arrivait en continu dessous et que le projet initial de reméandrer le ruisseau. Donc en fait, là, vous avez ici, ici, vous avez l'ancien ruisseau. Et là, c'est le nouveau qui reméandre. Donc, il y a un ruisseau ici et un ruisseau là. En fait, il y en a deux. Il y en a un qui est perché, lui, il est perché. Et en fait, ils vont basculer les deux ruisseaux là-dedans pour restaurer à la fois, c'est pour notamment l'agrément du mercure, pour empêcher, pour arrêter les inondations régulières dans le bourg de Sèche, etc. Et en fait, ils ont recréé un ruisseau très méandriforme, énormément de virages, mais en fait, c'est exactement comme ça que ça se passe au niveau naturel. Et voilà. Et donc, en fait, nous, le fait d'avoir fait cette étude, ça leur a permis de se dire que si on creuse, ça n'impactera pas le fonctionnement de la tourbière. Et notre modèle a été validé parce que le jour où ils ont creusé le ruisseau en cours d'eau, vous voyez là, en fait, c'est une arrivée de fissure, en fait. Donc, ça montre que l'eau arrive vraiment du sous-sol. Voilà, et en permanence. Donc ça, c'était la découverte de l'année. La découverte. En même temps, voilà, on était bien contents d'avoir validé ce modèle. Bon, on était quand même à peu près sûr de ce qui se passait. J'en suis à combien de temps Ah, mais j'ai déjà fait 1 heure, là. Ah ouais. On a encore du temps ou pas? Faut que je finisse. À peu près à 15h45.
Ah, bon, attends. Bon, j'essaie d'accélérer. Vous n'en avez pas marre? Pas obligé de dire non. Ok. Ah bah, après, on va se faire... Ouais, bon, j'arrive bientôt après aux opérations, donc on va faire une pause entre les deux, une toute petite mini-pause pour poser 3 questions. Bah ça, c'est un peu pour récapituler les différents types de fonctionnement des tourbières. Donc, soit ça colonise sur un étang, donc l'eau permanente, elle est donnée par l'étang. Soit on a des accumulations par les eaux de pluie, soit ça arrive d'en dessous, on a des bas marées bombées. Des fois, on peut dire des hauts bas marées. Et des fois, c'est par... bon, ça, c'est un peu moins le cas. Par, en fait, voilà, des tourbières qui se développent vraiment en bordure de vallée. Parce qu'en fait, c'est la nappe alluviale ou la nappe de la rivière en fait, qui alimente en permanence la tourbière. Et puis, tourbière de pente, mais en fait, c'est le même processus que ça. C'est par des petites failles, voilà, de l'eau en permanence. Du coup, la tourbière se forme dans la pente. Et là, c'est tout un système de montagne où il y a... Enfin, c'est vraiment stocké, l'eau de pluie reste stockée en altitude. Voilà, ça c'est pour montrer un peu tout ce qu'il faudrait étudier. Non, en fait, en gros, c'est pour vraiment illustrer en fait, ce qui se passe quand on vous parle de cycle de l'eau. Il y a beaucoup de choses qui se passent en profondeur, énormément même, et donc dont on ne sait rien. Voilà. Et en fait, il faudrait faire des études de dingue, travailler avec des hydrogéologues, etc., pour vraiment comprendre ce qui se passe. Mais déjà, si on considère qu'il peut y avoir des choses dont on ne peut pas forcément percevoir nous-mêmes, c'est déjà énorme en fait. Voilà. Je continue sur les atouts des tourbières. Donc on l'a dit, stockage net de carbone, réserve d'eau, biodiversité rare, souvent issue des dernières ères glaciaires. Archives climatiques. Donc ça c'est une vue microscope voilà, de macro-restes. L'homme d'Ottolund, trouvé dans les tourbières danoises fin du XXe siècle, et qui est un monsieur fort sympathique, qui a encore des cheveux, des poils de barbe, etc. Et qui date de moins 500 ans avant Jésus-Christ. Alors moi, j'ai pas encore trouvé d'homme d'Ottolund, mais bon, je continue. Je continue avec, voilà, avec optimisme. Peut-être un jour, je trouverai un doigt. C'est pas. Bah, avec ma gouge, en fait, c'est un peu compliqué de trouver un homme, quoi. Ou en petits morceaux. Bon. Et ça, par contre, c'est un nucléus de silex. Donc, c'est pas un silex, c'est la base de ce avec quoi on fait les silex. Donc, ça a été trouvé, par exemple, en Sarthe par un gars qui bosse avec nous, un spécialiste des tourbières, et il nous disait: ah, mais non, mais ça, j'en trouve de partout. Ah, ouais, d'accord. Et en fait, il en trouve dans les zones d'émergence de sources, voilà, souvent voilà, au début des sources, quoi. Et en fait, même dans des histoires, enfin, ouais, dans les aires géologiques, enfin, géologiques, on va dire humaines quand même, bah, on trouve quand même pas mal de ces petits indices de présence humaine. Donc, c'est quand même archive culturelle. Donc, on peut tabler sur tous les trucs pour convaincre les gens de préserver ces milieux, quoi, quand même. On peut dire non, mais c'est bien pour l'humain. Si vous avez envie de vous faire enterrer dans une tourbière, c'est super. Ça, c'est du transhumanisme. Stockage de carbone, stockage d'eau, qualité de l'eau. Franchement, faut y aller, quoi. Voilà. Et c'est bon, c'est ma dernière diapo. Après, on fait des petites questions. Enfin, ma dernière diapo avant les autres. Je ne vais pas engueuler. Non, là, c'est juste pour vous montrer les études mondiales concernant les tourbières. En 95, 72 dans le monde. Et en 2020, 1843. Donc là, on est vraiment sur une phase exponentielle de prise en... En fait, quand on dit études scientifiques, ça veut dire sous derrière, quoi, financement, machin truc. Donc ça veut dire que de plus en plus, on met des sous dans l'étude de ces tourbières-là, voilà, qui nous permet de plus les comprendre. Et là, on est en train d'arriver vers la compensation écologique, compensation carbone, intérêt économique, voilà. Voilà, faut prendre ça en considération. Il y a de plus en plus de gens qui sont intéressés par ces milieux. Et ça peut être à double tranchant. Est-ce que jusqu'à maintenant, vous avez des questions sur qu'est-ce que c'est qu'une tourbière? Ouais. Ouais. Avec l'extraction des grottes. Ouais. Est-ce que vous arrivez à avoir une évolution sur un terme de 1000 ans sur l'évolution de la taxonomie? Sur l'évolution de la taxonomie. La taxonomie. C'est-à-dire,
faire Des espèces. concret, Ouais. trouver quelque chose d'identifié formellement Ouais. comme une espèce Ouais. actuelle Ouais. à la clé de l'émission de la Ouais. graine, Ouais. et faire pousser cette graine Ah. et s'apercevoir qu'elle n'a pas les mêmes critères que sa contemporaine. Ouf, voilà, c'est une question. Alors, je suis une humble gestionnaire d'espaces naturels. Mais non, je peux te répondre parce que, bon, pour avoir bossé avec. Il y a des paléo trucs bidulologues. Je sais plus comment ça s'appelle. Paléologues. Ouais. Qui ont fait qui bossent pas mal sur le carottage des tourbières. Notamment, là, j'étais avec des scientifiques comme ça, là, en Haute-Loire, et il y avait un gars qui justement faisait de l'étude sur le carottage, et il faisait de la paléobotanique, voilà. Lui, il était paléobotaniste, et il allait récupérer les graines des tourbes, et donc à la fois ça permet de reconstituer les communautés végétales successives, donc c'est hyper intéressant parce que voilà, on sait ce qui s'est passé, on sait pourquoi la tourbe s'est formée, et des fois ça nous donne des objectifs aussi de restauration. Mais après, faut pas être trop zinzin, faut pas se dire bah ouais, on va faire pareil, on va arriver aux grandes fougères, machin truc. Non, non. Là, on est avec notre climat, on est avec nos perturbations, etc. Donc, faut rester quand même assez terre à terre. Mais oui, en l'occurrence, alors moi, j'étais persuadée qu'une graine ne pouvait pas regermer, par exemple, si elle avait plus de 100 ans. Et là, il me disait qu'ils avaient fait des tests sur des graines qui avaient 300 ans et qui avaient regermé. Et par ailleurs, alors moi, j'ai jamais lu d'études qui montraient des caractéristiques similaires, enfin voilà, ou des différences de graines d'une même espèce. Mais il me semble qu'il y en a qui sont soit en cours, soit d'ailleurs qui ont été réalisées. Mais oui, il y a des scientifiques qui font ça en tout cas, et qui peuvent en tout cas arriver à extraire le matériel génétique et arriver à voir s'il y avait des spécificités différentes. Ouais. Mais moi, j'aurais pas d'exemple concret là. Voilà. D'autres questions? Un peu moins difficiles. Non? C'était la courbe que montrait sur le c'est dans le monde, j'imagine. Ça? Ouais. C'est pour, parce que j'imagine qu'au coup en France c'est aussi augmenté. Est-ce que vous avez plus de moyens, par exemple, pour mettre en place des mesures de restauration sur les tourbières que vous venez de trouver, par exemple? Ah oui. Enfin, plus de moyens par rapport à qui? Par rapport à avant, par rapport à quand vous avez commencé et maintenant. Ouais, carrément. Bah, de plus en plus parce qu'on fait de la sensibilisation. On communique bien. Non, ouais, du coup, de plus en plus, il y a de l'intérêt pour ces milieux-là. Nous, en fait, au début, c'était difficile d'avoir des subventions en continu. Et en fait, là, on en a tous les ans. Et même, moi, en fait, je suis débordée en fait, de plus en plus, même dans la restauration de cours d'eau, en fait, il y a une loi qui est passée, la loi sur la GEMAPI, la gestion des milieux aquatiques et prévention contre les inondations, qui est passée et qui a donné la compétence aux collectivités de gérer la qualité de l'eau sur leur territoire. Et donc, soit elles ont pris ça en interne, soit elles ont créé des syndicats pour le faire. Et nous, de plus en plus, on travaille avec des syndicats de bassins versants pour prendre en compte les milieux humides qui ne sont pas des cours d'eau, vraiment, voilà, les tourbières, ce n'est pas des cours d'eau, mais en les intégrant en fait dans notre compréhension et dans la restauration des milieux, quoi. Donc, de la même manière, en fait, si on recrée des cours d'eau et si on dégrade la tourbière qui est juste à côté, bah, c'est un peu con, quoi. On a fait un pas en avant, deux pas en arrière et ça sert à rien. Donc, du coup, en fait, on allie nos compétences. Moi, par exemple, j'ai aucune compétence sur l'hydrographie, sur la restauration des cours d'eau. Et par contre, j'apporte des connaissances sur les milieux tourbeux et inversement. Enfin, du coup, on s'échange ces connaissances-là et ensemble, on arrive, comme on a montré là, on arrive je dis on arrive, c'est eux qui avaient plus de sous pour le faire, mais et puis plus de sous et plus de compétences pour faire le cours d'eau, quoi. Mais en tout cas, c'est hyper important d'allier ces compétences-là pour restaurer les milieux et pour les prendre en compte. Mais ouais, de plus en plus, ouais. Bah, surtout sur ce côté carbone, en fait, c'est très politique aussi, cette prise en compte du carbone. C'est aussi une mode, quelque part, une mode positive, c'est pas forcément négatif. Une mode positive que de prendre en considération l'aspect carbone et de l'inclure. Voilà. Je continue, j'en ai plus pour très longtemps. Il y a d'autres questions, hein, c'est bon? Ah, vas-y. J'ai juste été surpris de voir le remembrage plein dans la tourbe. Ouais, moi aussi j'étais surprise. Au début, j'ai fait oh mon Dieu. Ouais. Ouais, alors après, par contre, nous, on avait fait des carottages et on s'était rendu compte quand même que la tourbe, elle arrivait à au moins 50 cm de profondeur. Donc en fait, ce qu'on leur avait dit, ce qui serait le plus intéressant, c'est d'arriver aussi à décaper une grande partie de la tourbière, quoi. Mais en fait, on est toujours confronté à des usages.
En l'occurrence, ces milieux-là, ils appartiennent à des propriétaires privés. Si on leur décape toute leur prairie, ils vont juste péter un câble, quoi. Et c'est normal. Et en plus, en fait, souvent, on agit en... J'aime pas ce mot. J'allais dire en bonne intelligence. En intelligence, je préfère. En se disant, moi, je vais pas les bloquer. Là, je sais que ça dégrade pas trop, pas vraiment la tourbière, parce qu'elle est déjà dégradée. Par ailleurs, quelque part, on peut aussi estimer que le cours d'eau d'avant, qui était 2 mètres de profondeur trop profond, enfin 2 mètres trop profond, pardon, il devait tirer un peu quand même sur la nappe, quand bien même il y avait cette alimentation régulière en eau. Et du coup, le fait qu'ils rebouchent complètement ce cours d'eau et qu'ils en recréent un autre surfacique qui, en plus, fait que l'eau transite vraiment de façon méandrée, donc prend vraiment beaucoup de temps, etc. En fait, forcément, au niveau de la nappe, il va se rééquilibrer et du coup, ça va forcément préserver la tourbière, quoi. Et par ailleurs, il y avait tous ces enjeux-là qui, en fait, on ne peut pas limiter uniquement, on ne peut pas, prioriser uniquement quelque chose en disant ah bah non désolé vous pouvez pas faire votre cours d'eau pour les inondations, pour la graine de mercure, pour les habitats, pour machin truc parce qu'il y a le tourbière. Bah non, pour moi c'est pas ça le but en fait, c'est d'arriver à trouver le bon compromis pour faire le truc le mieux qui soit. Et en l'occurrence, je pense que si j'avais trouvé que la tourbière était alimentée par le cours d'eau, bon ce qui est assez rare au final, là j'aurais dit ah non vous pouvez pas faire ça, vous allez dégrader la tourbière c'est sûr, etc. Et en fait c'est pas le cas. Voilà. Mais oui ça peut paraître un peu choquant, je suis d'accord. Voilà. Bon, il y aura d'autres questions à la fin peut-être. Donc là, nous, on a construit, à partir de ces connaissances, en fin 2016, on a construit un programme régional d'action en faveur des tourbières où on continue de faire de l'amélioration des connaissances sur le fonctionnement, sur la diversité, l'état de conservation, la localisation des tourbières en Pays de la Loire. Voilà. Mise en œuvre d'actions opérationnelles de gestion et de restauration, donc on fait des travaux, ou des entretiens pour l'objectif. Il y a un peu 2 objectifs, c'est soit qui peuvent être cumulés d'ailleurs, soit objectif préservation de la biodiversité, soit objectif restauration fonctionnelle. Voilà. Et ensuite, valorisation, sensibilisation, là c'est ce que je suis en train de faire. Voilà, je suis en train de travailler quoi. Je suis 3e axe là. Et puis animation d'un réseau de partenaires, pareil, c'est en continu. Donc là, c'est un peu tous les partenaires qu'on a, on est à peu près une trentaine, 30 à 40, je ne les ai pas tous mis. Voilà, c'est pour vous donner un peu la diversité, et puis dans tous les pays de la Loire. Donc, on réalise tous les 2 ans des ateliers techniques pour former les gestionnaires d'espaces naturels à cette connaissance-là. Alors, c'est bien, c'est qu'à chaque fois, on arrive 2 ans plus tard et on sort de cet atelier, on se dit oh là là, j'ai rien compris, c'est trop compliqué. Mais en fait, c'est génial parce que ça forge vraiment une approche très systémique. Des milieux naturels et choses qu'on a tendance des fois à perdre quand on est à fond dans nos dossiers, etc. En fait, on prend plus le temps de se poser, de se dire ok, qu'est-ce qui peut se passer en profondeur, sur les côtés, en tête de bassin versant, c'est quoi les activités économiques, etc., etc. Et en fait, c'est juste primordial si on veut préserver à long terme les milieux humides, les tourbières en l'occurrence. Ça, c'est nos financières. Donc, on fonctionne sous forme de convention annuelle, partenariat. On est intégré dans les contrats territoriaux hauts, donc les syndicats de bassin versant, avec les syndicats de bassin versant, comme je vous disais tout à l'heure, et peut-être bientôt dans les outils de territoire engagés pour la nature. Ça, c'est un peu nos sources de financement. Voilà. Donc, je vais passer un peu là-dessus. Donc, on a commencé, nous, à faire une prélocalisation des tourbières. Et pour ça, en fait, on est parti de données existantes, et parmi lesquelles, donc des données Natura 2000, etc., des données botaniques, parmi lesquelles les cartes de l'inventaire des mines de 1949. Donc c'était après-guerre, quand il n'y avait plus de combustible, plus de charbon, plus de bois. On avait envoyé les élèves de l'école des mines faire du vélo dans toute la France, comme ça. Bon, c'est pas une photo de ça, j'ai triché. Mais c'était un peu comme ça. Et en fait, ils ont vraiment fait ça en vélo, et puis ils sont allés dans tous les milieux tourbeux. Alors, je sais pas trop comment ils ont fait ça, d'ailleurs, j'ai même pas lu, c'est un volume, je sais pas combien de pages. Et ils ont décrit les tourbes dans plein de milieux, dans toute la France. Et nous, en fait, c'est le Pôle Roulet Tourbière qui nous a transmis ces cartes, mais en version papier, ils nous ont envoyé comme ça par la poste, là. Et on les a toutes géoréférencées, numérisées. Et en fait, on a découvert des tourbières dont personne n'avait la connaissance, qui étaient au fin fond, par exemple, de la Mayenne, où on a découvert 3 espèces protégées sur un même site, alors que aucun naturaliste n'était jamais allé sur ces milieux, etc.
Donc voilà, à partir de ces données, on a sectorisé la région pour avoir un peu des typologies fonctionnelles de tourbières. Donc voilà, pour savoir à peu près comment elles fonctionnent dans chacun de ces secteurs, qui étaient considérés comme à peu près homogènes sur des plans écologiques, géologiques, géomorphologiques, hydrologiques. Et ça, on a abouti à plus de 70 000 données au début. Bon, c'était pas que des données de forte potentialité de tourbière, il y en avait qui étaient faible potentialité, et puis des données où c'était des tourbières vraies, quoi. Donc, on pensait pas du tout qu'on allait arriver avec autant de données. Donc, au départ, on pensait faire de la prospection, un peu à la, comme ça, bon, aller un peu au petit bonheur la chance, tout ça, sur le territoire. On s'est dit, ah bah non, on a tellement de données qu'on va faire de la validation. Donc, on est parti sur les tourbières les plus potentielles. Et on avait quand même on a quand même 1700 tourbières à l'inventorier là. Donc depuis 2018, sachant qu'on y va tous les 2 ans à peu près. On fait à peu près un an on fait des inventaires, l'année d'après on fait des travaux. Donc là on a fait en 2018, 2019, ils sont là. Et 2018 et 2020 déjà, puis cette année ça va être encore une année à inventaire. Et comme ça on essaie de quadriller de plus en plus la région et de valider ces données là. Voilà. Donc nous le but c'est bon, on part de nos données de prélocalisation, on les met sur le carto et puis on va voir ensuite les milieux qui nous semblent les plus propices à aller inventorier. Et donc ça donne ça. Bon, ça je vous l'ai montré tout à l'heure. Il y a des photos que j'ai déjà mises. Voilà, avec des gouges. Ça c'est par exemple une tourbe qui tient toute seule tellement elle est fibrique. C'est nord-ouest Loire-Atlantique, qui est quasiment à la frontière avec le Morbihan. Ensuite, on fait du traitement de données. Donc, on va chercher les données géologiques, topographiques, nos données pédologiques, etc. Donc, si on veut vraiment pousser les trucs plus loin, on peut faire des études physico-chimiques, etc. Ensuite, on se pose les questions, une fois qu'on a vraiment traité nos données, bon, quels sont les enjeux de préservation? Est-ce qu'on a le contact avec les propriétaires? Quels sont les objectifs de restauration aussi à court, moyen, long terme? Et puis, on dresse des notices techniques de gestion pour les présenter aussi aux propriétaires et pour faire des conventions aussi avec eux. Discuter voilà, de qu'est-ce qu'on peut mener sur leur parcelle, comment on peut les protéger au mieux aussi sur le long terme. Voilà. Et ensuite, une fois qu'on a la validation, on fait les travaux. Donc, on fait souvent des travaux donc on fait chantier étudiant, chantier bénévole, on fait chantier d'entreprise, forcément, quand il s'agit de faire des plus gros types de chantiers. Mais en fait, la plupart du temps, sur les tourbières, le seul petit hic, c'est des sols tellement fragiles qu'on ne peut pas y arriver avec des grosses machines. Voilà. Donc, on est obligé d'y aller à petite dose. Donc, on travaille avec beaucoup d'insertion professionnelle. Voilà, qui arrive. On fait pas mal de débardage à cheval. On utilise des engins qui sont peu portants. Là, j'ai pris une petite vidéo. Est-ce que ça marche? Ouais. D'une jument là, qui s'éclate à retirer les peupliers en tourbière. Je sais plus comment elle s'appelle. Mais elle était très sympa. Elle travaille hyper bien, c'est incroyable. Voilà, du coup, on a un super boulot d'une propreté absolue. Le cheval s'enfonce dans la tourbe, il s'en fout. Voilà. Et en fait, ça permet vraiment de limiter l'espace de piétinement, quoi. Voilà. Ça, c'est Oui, j'ai rajouté aussi le type de machine aussi qu'on utilise pour faire du débroussaillage, broyage aussi de petits ligneux pour aller un peu assez vite. Voilà. Donc ça, c'est un peu ce qu'on utilise. Et puis ensuite, de la sensibilisation du public, des élus, des porteurs de projets aussi, porteurs de projets de par exemple zone à construire, des choses comme ça. Donc là, c'est un peu plus de la sensibilisation, c'est de convaincre que ce qu'ils sont en train de faire, c'est juste horrible. Bref. Enfin, convaincre scientifiquement, bien sûr. Et tout en continuant à forger notre propre connaissance en tant que gestionnaire d'espaces naturels. Donc tous les 2 ans, donc, au conservatoire, on met en place des ateliers techniques qui durent 3 jours souvent, avec une journée théorique et 2 journées sur le terrain, pour apprendre à caractériser les tourbes, voilà, à comprendre les processus physico-chimiques, etc. etc. Voilà. Après, je donnais quelques exemples d'une tourbière qui avait été peuplée en épicéa dans les années 70. Et on avait trouvé à 3,50 m, non 4 mètres de profondeur, une feuille de saule intacte. Donc, ce qui montre vraiment... voilà. Et en fait, c'est une tourbière qui est en train d'être restaurée la semaine dernière. Il y a des étudiants du lycée qui sont venus décaper. Bon, ça fait longtemps qu'on a commencé à
à la restaurer. En fait, on a enlevé tous les épicéas, ça fait à peu près 1,7 hectare. Et voilà, et en fait, le but, c'est d'enlever toute la couche d'aiguille dessus. Donc, c'est un travail, on en a pour des années. Mais bon, on y croit. Voilà, petite tourbière. Pareil, bon, c'est pour montrer. Là, on va faire un petit peu de décapage en Loire-Atlantique. Des petits chantiers bénévoles. Et merci de votre attention. Voilà. Vous avez des questions? Vous avez tout compris? Ah oui, vas-y. Pardon, ouais. En continuité écologique, Ouais. par exemple, j'imagine que une tourbière s'est dégradée, Ouais. mais que les corridors avec les autres tourbières ont déjà été dégradés et Ouais. utilisables. Est-ce qu'on peut restaurer cette tourbière-là? Bah oui, on peut la restaurer. En fait, tout dépend. Parce qu'en effet, si les corridors sont rompus, on peut se dire que sur le long terme, ça va être compliqué de préserver les espèces, en l'occurrence les espèces rares. Mais bon, quand bien même, on se dit que on peut pas rester sans rien faire, et que c'est en restaurant et en sensibilisant de plus en plus que potentiellement on pourrait retrouver d'autres types de milieux humides qui se redéveloppent à proximité. Par exemple, dans les systèmes d'émergence comme ça, j'ai un exemple par exemple en Vendée, sur le Haut-Bocage vendéen, on a restauré une tourbière où en fait c'est un spot de linaigrette angustifolium là, où en fait il n'y a que ce spot là, 10 km à la ronde, il n'y a rien du tout quoi, voire même plus. Mais bon, en fait, on se dit que donc potentiellement, vu que c'est des petits systèmes aussi d'émergence de sources, on pourrait très bien, je sais pas, dans 5 ans, 10 ans, etc., en fait, les fissures, elles peuvent très bien se réorienter quelque part, enfin pas se réorienter, mais l'eau pourrait passer dans d'autres fissures et recréer d'autres petits dômes tourbeux à ces endroits-là, et du coup, on pourrait avoir une espèce de dispersion naturelle. Donc, dans ces cas-là, nous, on n'a pas à restaurer la fonctionnalité parce qu'elle n'est pas dégradée, la fonctionnalité. Mais c'est simplement l'usage qui a fait que ce milieu se referme et ça menace la linaigrette. Et du coup, là, c'est un objectif qu'on a de préservation de la biodiversité pour au moins constituer un stock de diversité génétique, on va dire, enfin, ou d'espèces particulières qui pourraient ensuite se reproduire et ensuite peut-être se rééchanger dans le temps. Mais c'est un pari, en fait. Mais oui, non, la plupart du temps... Alors, par contre, quand on a des tourbières existantes et qu'on voit qu'il y a une tourbière dégradée à côté, là, oui, par exemple en Sarthe, donc on est sur le bassin sédimentaire, on a la vallée des Cartes, je ne sais pas si vous connaissez cet endroit-là, au sud de la Flèche et Torré-les-Pins, au nord de Durtal, en gros, où en fait, on a des prairies à Azuret-des-Mouillères, le petit papillon là, qui pond sur les gentianes pneumonantes, blabla, qui sont récupérées par les fourmis, truc. Bon, vous irez voir Pégase après pour leur poser des questions. Et ben en fait, là, on a des prairies où on a ces espèces-là et on a une tourbière qui a été dégradée, qui est entourée de peupleraies, enfin qui a été dégradée, qui a été oubliée. Et en fait, celle-là, tous les 2 ans, on la restaure, donc on coupe les aulnes et les bourdaines pour retrouver un système. En fait, on pâture, quoi. Alors moi, je ne vais pas pâturer, mais on fait comme de la pâture. Pour réouvrir le milieu, on a coupé les aulnes autour, une ceinture d'aulnes, en fait, pour réouvrir la tourbière. Et l'objectif, là, c'est de faire revenir l'Azuret-des-Mouillères, par exemple. Donc là, pareil, on joue sur la continuité écologique. Enfin, sur le corridor. Mais voilà, c'est pas forcément le cas de partout. Il y a des tourbières qui sont super isolées et on n'a pas forcément envie de les oublier parce qu'elles sont isolées, quoi. On se dit que peut-être on pourrait réavoir d'autres tourbières ou d'autres milieux humides où il y a des espèces qui se développent pas que sur les tourbières d'ailleurs, mais aussi dans d'autres zones humides. Donc voilà. Mais ouais, la plupart sont quand même assez isolées, ouais, du fait de la dégradation. Ouais. Est-ce que c'est possible en combinant du coup, parce qu'on voit que les tourbières, toutes celles qui ont été trouvées, enfin vous avez découvert par ceux qui parcouraient la France à vélo. Ouais. Est-ce que c'est possible maintenant de les voir par télédétection? Télédétection, alors ça peut, mais alors ouais, en fait, je pense que bon, moi, j'ai pas encore trop expérimenté ces outils technologiques-là, peut-être parce que ça coûte un peu cher ou que voilà. Ou pas forcément d'ailleurs, mais surtout que ça nécessite toujours du passage sur le terrain. Et que nous, en fait, ces données-là botaniques, et d'ailleurs, on avait des données pédologiques sur toute la Mayenne, puisqu'ils ont fait un inventaire pédologique en, je sais plus, les années 2010, quoi.
Donc en fait, on avait déjà tellement de données qu'on est parti là-dessus. Après, oui, je pense que ça pourrait se faire au moins sur la détection de zones humides, je pense. Parce qu'après, à la différence d'autres zones humides, je pense qu'en télédétection, on n'aurait pas vraiment trop de différence. Ça ne va pas nous indiquer ça c'est une tourbière, ça c'est machin. Mais bon, oui, ça pourrait se faire en tout cas, mais avec validation sur le terrain. Parce qu'en fait, télédétection, il ne peut pas aller voir s'il y a de la tourbe en dessous, quoi. Voilà. Donc, validation sur le terrain. Moi, je suis pour le plus possible d'humain dans ces histoires de préservation de la nature. Voilà. Enfin, même si j'utilise tout le temps des ordinateurs. Hein. Je peux parler, quoi. D'autres questions? Quelles sont les principales espèces exotiques en laisse Et ben alors, il n'y en a pas tant que ça sur les tourbières, bizarrement. Ouais. Parce que c'est des milieux que je pense qui sont tellement contraignants qu'il y a peu d'espèces exotiques envahissantes qui se développent là-dessus. Donc c'est plutôt bien. Donc moi j'ai un collègue qui travaille que sur les espèces envahissantes, du coup on travaille jamais ensemble. Mais après en bordure de tourbière, ouais, on peut en avoir, ça c'est sûr. Un peu les communes, par exemple sur des crypto-tourbières comme en Brière, donc la tourbière dégradée. On a Jussy, comment la... j'oublie toujours son nom. Bref, ouais, des petites espèces qui se développent sur le milieu humide, là, quoi. Après, même en espèces animales, on n'a pas d'espèces envahissantes. Faut dire que dans ces milieux-là, il y a assez peu d'amphibiens. Par exemple, on a des reptiles, on a les arvivipares, on a la vipère péliade qu'on peut retrouver. Et encore, moi, clairement, j'en ai rarement trouvé. On est plutôt sur lépidoptères, orthoptères. Là, on a une bonne diversité. Après, ouais, sur les autres taxons, moins. Et ouais, envahissantes, on n'a pas trop. En tout cas, à notre connaissance. Enfin, à ma connaissance. Ouais, il y a une mousse qui était suspectée à un moment d'être envahissante, mais c'est pas avéré. Elle est potentiellement envahissante pour l'instant. Et oui, je suis d'accord avec toi. On pourrait trouver des espèces envahissantes. Ouais, ça serait possible dans ces milieux-là, ouais. Incessamment, par exemple, incessamment sous peu, peut-être dans 10 ans. Ouais, ça pourrait. Voilà. C'est bon? Vous savez tout? Ouais. Quand vous faites des formations un peu Ouais. pour former tous les acteurs du pays là-bas ou vous ouvrez à des régions qui peut-être sont morts pendant Ah, on ouvre, ouais, Ouais. En fait, on a un réseau qui s'appelle les correspondants tourbières dans toute la France. Et nous, depuis qu'on a monté le programme en Pays de la Loire, il y a un programme, le même programme régional d'action qui est en train de se monter en Normandie, un programme européen sur les tourbières qui se monte là, qui a commencé cette année, en 2021. Au parc d'Armorique, il y a la même chose au parc naturel de Normandie-Maine. Et en fait, c'est en train d'essaimer un peu de partout, c'est chouette. Et puis nous, en fait, on a même notre programme. Moi, je me suis beaucoup inspirée d'un programme qui date de au moins 25 ans, qui est le même programme régional d'action tourbière, donc PRAT, en Franche-Comté, donc dans la Vosges-Jura, tout ça. Et pareil, il y a eu aussi un programme dans le Massif central. Et moi-même, tous les ans, je participe à un groupe d'ailleurs qui est ouvert à tout le monde, c'est ouvert aux étudiants. Et il y a beaucoup de scientifiques. Il y a des grands pontes. Il y a monsieur Philippe Jules, par exemple, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, qui est le grand phytosociologue français, qui est là tous les ans. Et en fait, on va sur les sites et on parcourt la France comme ça. Moi, je suis allée dans les Vosges, on a fait Savoie, on a fait Haute-Loire. Là, cette année, ça va être en Normandie, un peu les Pays de la Loire aussi, peut-être, mais la Normandie surtout. On va être sur le Cotentin, notamment. Et en fait, tous les ans, on se retrouve et on parle de ce que nous on a, de comment on avance, comment on étudie ces milieux. Et après, ouais, on fait des formations. Moi, je fais des formations auprès des techniciens conseils départementaux, par exemple. Enfin, après, moi, je fais la formation pour ce que j'arrive à donner comme formation. Auprès de master, j'avais déjà fait pour le master zone humide à Angers. Voilà. Et puis après, on fait faire des formations, par contre, par Expert National Tourbière. À des acteurs de l'environnement, voilà, et des syndicats aussi de bassin versant. On l'ouvre de plus en plus aux gens et on appelle les régions voisines, nous, souvent, parce que après, ils vont pas venir de l'autre bout de la France pour que 3 jours de formation.
Et puis surtout, on reste un peu dans nos milieux massifs armoricains et bassins parisiens. Comme ça, au moins, on peut discuter un peu du même type de milieu. Et puis, on a déjà beaucoup à dire, quoi. Mais en tout cas, ouais, il y a vraiment du réseau dans la France. Donc, voilà. Et puis, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à envoyer des mails et aller sur le site du chêne. Il n'est pas forcément à jour, mais bon, voilà.